Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DaFresh Morning. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour DaFresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Et à la forme? Oui, toujours. Alors, l'actualité internationale nous emmène, tu vas me dire, en Corée du Nord. Non, bon, c'est vrai que la Corée du Nord, pour le moment, la visite est en cours. On n'a pas, même si elle doit s'achever ce soir, la visite de Vladimir Poutine en Corée du Nord. Mais maintenant, ce qui est clair, c'est que nous, on va plutôt parler de l'Afrique du Sud, où Jacob Zuma doit prêter serment aujourd'hui en tant que président de la République. Il faut savoir que Jacob Zuma a été... Jacob Zuma? Pas Jacob Zuma, c'est Cyril Ramaphosa, pardon. Jean-Paul. Cyril Ramaphosa, il vient d'être réélu, il a été réélu pour un second mandat et donc il doit prêter serment aujourd'hui. Alors, en fin de journée, bon, il va prêter serment à 11h heure locale, il sera 9h temps universel, 10h heure de Libreville. Et donc, c'est en fin d'après-midi que l'on aura la composition de ce gouvernement. Alors, il sera très intéressant à regarder dans la mesure où ce sera la première fois dans l'histoire de toute l'Afrique du Sud, l'histoire post-apartheid. Ça fait 30 ans que l'Afrique du Sud est sortie du système de l'apartheid. Et durant ces 30 dernières années, le Congrès national africain, donc l'ANC, avait toujours eu la majorité absolue au Parlement et donc avait eu toujours la liberté de former le gouvernement qui devait gérer le pays. Et donc il faut savoir que cette fois-ci, au cours de ce second mandat de Cyril Ramaphosa, les choses ne seront plus la même, puisque en 30 ans, il faut quand même regarder que l'ANC qui occupait à peu près entre 80 et 85% des postes, quand on voit en 94, après ça, c'est diminué, c'est parti aux alentours, c'est descendu maintenant aux alentours de 60, plus 50. Et maintenant, aujourd'hui, l'ANC, pour la première fois de son histoire, ne dispose plus de la majorité absolue et donc a dû créer une coalition, même si elle est arrivée en tête des partis. Elle a été le parti qui a eu le plus de députés, mais elle n'a plus eu suffisamment de députés pour avoir la majorité absolue. Et il faut savoir qu'en Afrique du Sud, le président de la République est élu au suffrage universel indirect, c'est-à-dire que ce sont les députés qui élisent le président de la République. Et donc, Cyril Ramaphosa a donc dû se résoudre à mettre en place, à nouer des alliances avec d'autres partis. C'est le cas notamment avec le principal parti de l'opposition, qu'on appelle l'Alliance démocratique, qui est plutôt un parti considéré comme un parti majoritairement composé de blancs. Et donc, c'est ce parti-là, donc l'Alliance démocratique, qui a décidé, avec ses 87 députés, qui a quand même décidé de nouer un accord de coalition avec l'ANC. Et donc, à partir de ce soir, on en sera un peu plus dans les termes même de cet accord de partage de pouvoir, dans la mesure où on va un peu essayer de voir et de comprendre la répartition des postes gouvernementaux entre l'ANC et l'Alliance démocratique. Il y a aussi un autre petit parti qu'on appelle le Parti nationaliste Zulu Inkatha Freedom. Ce petit parti-là aussi a décidé, avec ses 17 députés, d'entrer dans cette coalition de gouvernement avec l'Alliance démocratique et l'ANC. Donc ce sont en gros 5 partis qui vont constituer cette coalition gouvernementale, à savoir, donc, on a l'ANC, on a l'Alliance démocratique, on a le Parti nationaliste Zulu Inkatha Freedom Party, et on a également un autre dernier petit parti dont j'oublie le nom. Et donc, ce sont ces 5 partis-là qui composent la coalition gouvernementale et qui vont accorder leur suffrage à Cyril Ramaphosa et lui permettre d'entamer à 71 ans un second mandat à la tête de l'Afrique du Sud, conformément à la constitution sud-africaine. Mais une fois de plus, on va voir aussi au cours de ce deuxième mandat-là déjà la solidité du partenariat, parce que souvent quand on sort des élections, on est rempli, les formations politiques sont empreintes de bonnes intentions, pour évidemment respecter, pour s'engager dans des accords de coalition en vue de partager le pouvoir, mais souvent, avec l'épreuve du temps et l'épreuve de la réalité politique, ces partis-là, en faisant face à la réalité du terrain, à la réalité, comme je l'ai dit, la réalité du moment, ces coalitions ont tendance parfois à éclater ou parfois à se consolider. Qu'est-ce qui a fait la force
du renouvellement du mandat de Cyril Ramaphosa? Quels sont les éléments, les critères qui ont concouru tout simplement qu'il a mis beaucoup d'eau dans son vin, hein, parce qu'il faut savoir, comme je l'ai dit, en 30 ans, l'ANC n'a jamais été en position de devoir dépendre d'un autre parti pour conserver le pouvoir. Et donc là, c'est la première fois que l'ANC a dû se résoudre à passer des accords de coalition, parce que bien qu'étant arrivée en tête, elle ne dispose plus de la majorité absolue, et par conséquent, elle est donc obligée de nouer des accords. Elle est donc obligée de nouer des alliances avec d'autres partis pour conserver ce pouvoir-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a souvent dans les accords de coalition? On essaye parfois d'intégrer des pans du programme d'autres partis dans votre programme de gouvernement. Et donc, ça, c'est d'abord la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on s'entend sur la répartition des postes. Quels postes vont revenir à tel ou tel parti et quelles sont les personnalités issues de ces partis-là qui vont occuper ces postes-là. En Afrique du Sud, il y a un avantage, c'est qu'il n'y a pas de Premier ministre. Donc, c'est le président de la République qui est en même temps le président de la majorité et qui est le chef du gouvernement. Donc, c'est lui qui pilote le Conseil des ministres. Et donc, ça fait que ça facilite, ça crée une proximité directe entre les membres du gouvernement et du président de la République auquel ils rendent directement compte de leurs actions, ce qui n'est pas toujours le cas dans les systèmes où il y a un Premier ministre, chef du gouvernement, qui est un peu la courroie de transmission entre les ministres et le président de la République. Donc, en Afrique du Sud, il y a cette espèce de lien direct qui est entre les membres du gouvernement. Maintenant, au fur et à mesure, déjà, on en saura un peu plus cet après-midi ou demain sur la composition du gouvernement. Là, ça va nous permettre d'avoir une meilleure compréhension, une meilleure vue, en fait, des accords de coalition qui ont été passés entre l'ANC et ces partis-là. Et par la suite, en déployant leur programme, en déployant le programme du gouvernement, parce que Cyril Ramaphosa va devoir faire un discours de politique générale, et c'est au cours de ce discours de politique générale qu'il va intégrer à la fois les éléments de son programme, donc les éléments de l'ANC et les éléments du programme d'autres partis, l'Alliance démocratique, le Parti Zulu Nkata, etc., dans ce discours de gouvernement général. Et donc là, on aura une meilleure vue sur, si tu veux, la politique à court terme, hein, la politique sur les 4 ans du second mandat de Cyril Ramaphosa. Pour l'instant, son premier mandat, est-ce que la gouvernance a donné des résultats positifs? Non, la gouvernance n'a pas donné les résultats escomptés, puisqu'on l'a vu, il n'a pas pu conserver, l'ANC n'a pas pu conserver la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Mais ça, c'est dû au fait que il y a une espèce d'usure du pouvoir de l'ANC, comme je l'ai dit, 30 années consécutives de gestion de pouvoir, ça laisse des plumes. Il y a aussi un certain nombre de faits. Ça laisse des plumes, pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre de promesses qui avaient été faites en 1994 à l'arrivée, lors des premières élections multiraciales, et qui n'ont toujours pas été tenues aujourd'hui, qui n'ont toujours pas pu être réalisées aujourd'hui. Le fait de permettre à chaque Noir d'avoir un travail décent. Les Noirs sont toujours ceux qui sont le plus frappés par le chômage. Le fait d'avoir des salaires qui soient décents, c'est-à-dire des salaires qui aient un certain niveau, qui permettent à leurs détenteurs, notamment les Noirs, de vivre décemment, ce n'est toujours pas le cas. Les rémunérations au niveau des Noirs sont 3 fois inférieures à celles des Blancs. Donc ça, c'est un autre fait. La troisième chose, c'est que l'accès aux infrastructures de base, le logement, l'eau potable, l'électricité, l'accès aux soins, les Noirs restent majoritairement les populations qui ont le moins accès à ces besoins-là de sociaux de base. Et donc, tout ça fait qu'il y a une espèce de lassitude qui s'installe dans l'esprit de la communauté noire. Et c'est ce qui explique qu'à l'intérieur aussi, ça c'est le dernier facteur aussi qui explique, les dissensions internes qui ont mené le départ d'un certain nombre de leaders à quitter ce parti, à créer leur propre formation et à entrer en opposition à l'ANC. Je pense à Julius Malema, qui est le patron des jeunes leaders, les défenses pour la liberté économique. Oui. Et je pense aussi... Est-ce qu'il a eu des postes? Non, parce qu'il n'a pas loué d'alliance avec l'ANC. Il n'a pas de siège à l'Assemblée? Si, il est député à l'Assemblée, mais il est dans l'opposition. Lui ne pourra jamais signer d'accord avec l'ANC puisqu'il considère que les dirigeants de l'ANC sont des corrompus. Lui-même, il avait été un leader de l'ANC. Il a estimé que l'ANC était gangrénée par la corruption et que l'ANC ne s'intéressait pas véritablement à la vie des Sud-Africains. Donc, il avait décidé de claquer la porte de l'ANC, de créer sa propre formation politique. Et puis, il y a une autre personnalité qui, elle aussi,
a décidé de quitter le parti. Donc, il s'agit de Jacob Zuma, qui a formé le parti politique DECA, qui est arrivé en 3e position à l'issue de ces élections générales législatives, et donc qui avait même déposé un recours devant la Cour suprême sud-africaine pour invalider la candidature de Cyril Ramaphosa. Alors, bien entendu, il avait été débouté par son action, mais lui-même aussi, en quelque sorte, il est rentré en dissidence, puis en guerre ouverte vis-à-vis de l'ANC, parce qu'il faut savoir que le gouvernement de Cyril Ramaphosa avait saisi la justice et obtenu gain de cause en invalidant la candidature de Jacob Zuma au prétexte que Jacob Zuma avait déjà un casier judiciaire. Il ne faut pas oublier que Jacob Zuma avait été condamné puis emprisonné pour des faits de détournement de deniers publics. Donc, cette guerre ouverte-là entre des anciens leaders de l'ANC, le fait qu'il y a aussi cette lassitude de la part de l'électorat noir, même si majoritairement il reste encore profondément attaché à l'ANC, notamment pour le rôle historique que l'ANC représente au sein de la communauté noire, c'est-à-dire la principale formation qui s'était battue pour lutter contre l'apartheid et mettre un terme à ce régime odieux et permettre à ce que les Noirs accèdent à une certaine liberté. Et donc il y a ce lien historique-là encore très fort dans la communauté noire, mais d'un point de vue politique, les suffrages des Noirs sont en train de se déliter et ils vont petit à petit vers d'autres formations. Et c'est ce qui explique aujourd'hui, en partie, notamment à cause des scandales de corruption aussi, qui sont venus énormément ternir l'image de ce parti-là, et le fait que certains leaders sont entrés en dissension et sont aujourd'hui en opposition frontale avec l'ANC. Tout ça concourt au fait qu'au bout de 30 années, l'ANC aujourd'hui se retrouve sans majorité absolue pour pouvoir continuer à gouverner l'Afrique du Sud. D'accord, merci. Avec nous, Jean-Paul, ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Jean-Paul, tu ne vas pas quand même passer à côté de cette information. Laquelle? Le président russe en Corée du Nord. Oui, il faut savoir que c'est la deuxième visite, c'est la deuxième fois que les deux hommes se rencontrent cette année. Il y a 4 mois, Kim Jong-un avait fait le déplacement à Moscou. Il était parti par train de Pyongyang jusqu'à la frontière avec la Russie. Et de la Russie... Ils ont une frontière commune. Oui, la Corée du Nord et la Russie. Mais la Russie a 23 pays. La Russie est frontalière à 23 pays. Elle fait quand même 17 millions de kilomètres carrés. Même les États-Unis sont frontaliers avec la Russie, notamment au nord, au niveau du détroit de Bering. Donc, il y a donc vers l'Alaska là-bas. Donc, la Russie a une frontière avec la Corée du Nord. Et c'est l'une des rares fois où Kim Jong-un avait quitté son pays. C'est quelqu'un qui ne quitte quasiment pas son pays. En dehors de la Russie, le seul autre pays où il se rend assez régulièrement, c'est la Chine. Et donc, cette visite en Russie était très importante. Pourquoi? Parce qu'elle permet de renforcer, si tu veux, le partenariat stratégique entre la Russie et la Corée du Nord. D'un point de vue militaire, il y a un partenariat stratégique. La Corée du Nord fournit des armes à la Russie. C'est l'un des rares pays à fournir ouvertement des armes à la Russie. Certains experts du renseignement américain estiment que la Chine aussi fournirait des armes à la Russie, mais pas des armes déjà conçues. Elle fournirait des pièces détachées qui permettraient aux Russes de monter leurs propres armes. Or, la Corée du Nord, elle livre des armes totalement conçues, fabriquées à la Russie. Principalement des missiles, on le sait, des missiles, des obus et des munitions. Parce qu'il faut savoir que la Russie consomme, la guerre qu'il y a en Ukraine, elle est énormément énergivore. Donc, elle consomme énormément d'obus. Et donc, autant ses propres usines tournent déjà à plus de 100%, il faut savoir que la Russie est passée en économie de guerre depuis plus d'1 an, associée avec les apports considérable de la Corée du Nord, la Russie fait qu'aujourd'hui, sur le terrain, elle est, en termes de puissance de feu, largement au-dessus des forces armées ukrainiennes. Et c'est ce qui explique que petit à petit, aujourd'hui, elle continue à remporter des espaces. Il faut savoir que depuis environ 2 mois et demi, depuis la fin véritablement le début, on va dire, le début de l'automne, on est en train de se rapprocher vers l'été, et bien c'est le moment qui est propice sur le terrain à la reprise des combats. La Russie a déjà récupéré plus de 580 km² de terrain en près de 2 mois et demi. C'est beaucoup, mais c'est un peu aussi, mais c'est normal, parce que sur des terrains qui sont largement minés, avec un certain nombre de constructions
qui ont été placés pour essayer de ralentir au maximum l'avancée des troupes russes, notamment des tranchées. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, la Russie continue non seulement de consolider ses positions sur le terrain, mais aussi à grappiller de petits territoires petit à petit, puisqu'elle sait que de toutes les façons, elle joue avec le temps, et le temps est en sa faveur, parce qu'elle dispose de l'arsenal militaire pour faire face, notamment à ses besoins, et alimenter justement le front. Et puis deuxièmement, d'un point de vue politique, il n'y a pas d'échéance politique importante en Russie. Vladimir Poutine vient d'être réélu pour un autre mandat de 5 ans. Donc pour lui, il n'a absolument rien à craindre, alors que chez les Occidentaux, tout le monde, les yeux restent rivés vers les États-Unis, où on attend évidemment l'issue des résultats de novembre prochain. Donc, c'est dans ce contexte-là que les deux hommes se voient. Maintenant, la Corée du Nord livre des armes à la Russie, mais la Russie aussi livre de la technologie à la Corée du Nord, notamment la technologie concernant le nucléaire, à la fois civil et militaire. Il faut savoir que les Russes sont parmi les meilleurs en matière de conception, en matière de technologie nucléaire au monde actuellement. Parce que lorsqu'au cours des 30 dernières années, les Américains, les Occidentaux, de manière globale, avaient tourné le dos au nucléaire pour des raisons environnementales et parce qu'ils estimaient que les temps de la guerre étaient derrière nous et qu'on n'aurait plus la dissuasion nucléaire n'était plus un moyen de garantir la paix, mais c'était plutôt l'économie, les échanges économiques entre les pays qui étaient des meilleurs garants de la paix. La Russie a continué plutôt à faire des recherches, à développer ce domaine nucléaire à la fois civil et militaire. Et donc aujourd'hui, elle se retrouve véritablement comme l'une des puissances les plus avancées dans le domaine, alors que les États-Unis et les Européens ont dû, au regard de la situation de la guerre en Ukraine et au regard de la menace potentielle qu'ils font brandir concernant la Russie et l'avance que celle-ci a dans ces domaines-là, ils ont été bien obligés de constater qu'ils devaient donc se remettre au travail et relancer leur industrie nucléaire à la fois civile et militaire. Donc c'est donc ce transfert de technologie de la Russie vers la Corée du Nord et ce transfert d'armement de la Corée du Nord vers la Russie, qui fait qu'aujourd'hui, ces deux pays-là sont indispensables l'un à l'autre, parce que les Nord-Coréens veulent, à travers aussi la guerre en Ukraine, c'est un peu un théâtre de tests sur l'efficacité et sur la qualité des armes qu'ils fabriquent. Et pour eux aussi, c'est une façon aussi de gagner de l'argent, parce qu'il faut savoir que la Corée du Nord, c'est l'un des rares pays. La Corée du Nord n'est pas si fermée que ça. On a vu beaucoup de journalistes accompagner le président russe et la presse française même. Oui, mais ça, ce sont des délégations officielles. Mais je veux dire que le pays déjà en lui-même délivre très peu de visas. On peut aller en Corée du Nord pour des visas touristiques, en dehors des visites officielles, gouvernementales. On peut se rendre en Corée du Nord en cas de touriste, mais le nombre de visas débloqués par année est extrêmement limité. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a très peu de touristes. Et l'histoire leur a un peu donné raison, parce que la Corée du Nord, il faut bien comprendre que Kim Jong-un et son gouvernement, ils sont dans une position de survivaliste. Ils estiment que l'ensemble des pays, ou la plupart des pays autour d'eux, sont des pays hostiles, en tête desquels les Américains. Parce que quand vous voyez la Corée du Nord, elle est frontalière à la Corée du Sud, elle est à côté du Japon, elle est à côté des Philippines, elle est à côté de la Chine. Donc, la Chine qui est son partenaire stratégique, mais vous avez le Japon allié des États-Unis, la Corée du Sud alliée des États-Unis, les Philippines alliées des États-Unis. Donc, elle se considère comme étant dans une zone hostile, et donc c'est la raison pour laquelle l'arme nucléaire, ou si vous voulez, la dissuasion nucléaire reste le seul bouclier, le meilleur bouclier dont elle dispose pour assurer la survie de son régime. L'une des raisons pour lesquelles le clan des Han n'est toujours pas tombé, c'est parce que très vite, ils avaient compris la nécessité d'avoir l'arme nucléaire et comme moyen de dissuasion et qui pourrait protéger leur régime. C'est la raison pour laquelle vous voyez l'Iran aussi est en train un peu de prendre cette voie-là, même si évidemment ce n'est pas de la même manière. L'Iran développe beaucoup plus le nucléaire civil, mais on sait que derrière, en arrière-plan, il y a aussi un potentiel nucléaire qui est développé, parce que l'Iran est exactement dans la même vision que la Corée du Nord, c'est-à-dire l'Iran considère que c'est grâce à l'arme nucléaire qu'elle pourrait garantir, si tu veux, la pérennité de son système politique. Et donc, pour cela, elle fera tout ce qui est possible pour essayer d'atteindre cet objectif-là. Maintenant, elle ne fait pas
comme la Corée du Nord, c'est-à-dire de manière ostentatoire, sans le cacher. La Corée du Nord, pour atteindre cet objectif, avait refusé de signer tout un ensemble de traités qui devraient normalement vous empêcher un pays d'accéder à ce type de technologie-là. La Corée du Nord n'a signé aucun des traités. Or, l'Iran en a signé quelques-uns parce qu'elle a voulu rester dans un certain giron d'un point de vue du droit international. Et aujourd'hui, après justement le fait que Donald Trump, en 2016, avait décidé de sortir de l'accord nucléaire iranien, même si la Chine et les pays européens sont restés, même si Joe Biden n'a pas ramené les États-Unis, parce que l'Iran n'en voulait plus, mais reste quand même un observateur avisé de l'évolution de cet accord-là. Même dans ce cadre-là, eh ben, on sait que, évidemment, aidé en cela par la Russie, parce que c'est la Russie qui est chargée de fournir les équipements pour le nucléaire civil et pour fournir le combustible, donc l'uranium enrichi qui permet de faire tourner les centrales, les turbines des centrales nucléaires. Donc on est un peu dans cette configuration-là et c'est ce qui explique l'importance, si tu veux, de cette visite-là pour Vladimir Poutine. Et on sait d'ores et déjà que d'ici la fin de l'année, eh ben, c'est Kim Jong-un qui fera de nouveau le déplacement de Moscou sur l'invitation de Vladimir Poutine. La montée du Rassemblement national inquiète les politiques en France. Mais bien sûr, parce que... Mais pourquoi c'est un parti politique français? Non, il inquiète parce que dans toute l'histoire de la Ve République, jamais un parti d'extrême droite n'a été aussi proche d'accéder au pouvoir. Donc c'est ça, en fait, la grande nouveauté. Parce que normalement, dans la configuration politique française, il était peu probable pour un parti d'extrême de pouvoir accéder au pouvoir. D'accord? Dans les pays, comme vous voyez l'Italie, par exemple, l'Assemblée nationale, c'est à la proportionnelle. Donc les petits partis ou des partis de taille moyenne, grâce à des jeux intelligents de coalition et autres, peuvent parvenir au pouvoir. C'est ce qu'a fait Giorgia Meloni, et donc c'est ce qui explique le fait qu'elle soit au pouvoir depuis déjà 20 mois aujourd'hui. Et donc, en France, ce n'était pas possible à cause de la manière dont le découpage et dont la manière dont le scrutin électoral, est organisé pour les législatives. Or, on se rend compte qu'en dépit de ça, cette fois-ci, même si le système électoral reste le même, mais c'est la configuration des électeurs qui a évolué. C'est-à-dire que les idées du Front National se sont de plus en plus diffusées, aidées en cela par un certain nombre de personnalités qui ont été très médiatiques. Pour moi, Éric Zemmour a joué un rôle non négligeable dans la diffusion des idées de l'extrême droite en France, et aussi un certain nombre de chaînes que je ne citerai pas, qui ont, de manière insidieuse, ont véhiculé, ont ventilé des thématiques qui étaient en général reprises en avant par l'extrême droite. Donc c'est ce qui explique aujourd'hui, et puis aussi, comme je dis, la sociologie des électeurs en France a évolué. Donc on voit que en fonction de l'appartenance sociale, en fonction de l'origine ethnique aussi, il y a une forme d'appartenance, enfin il y a une forme de vote qui est affiliée à un certain nombre d'électeurs, et un certain nombre de partis qui sont donc liés à un certain nombre d'électeurs du fait soit de leur origine sociale, soit de leur origine ethnique. Donc c'est dans cette configuration-là que le Rassemblement national a très bien su, elle a su vraiment, et ça il faut louer, il faut reconnaître le travail énorme et efficace qu'a fait Marine Le Pen, c'est-à-dire qu'elle aura su dédiaboliser le parti, le Rassemblement national, pour lui donner la stature d'un parti politique tout à fait normal. Et aujourd'hui, elle est en train de vendre l'idée selon laquelle le Rassemblement national serait un parti de gouvernement, serait en capacité de diriger le pays, aidé en cela par les résultats, par les victoires d'autres partis d'extrême droite en Europe, que ce soit en Italie avec Giorgia Meloni, ou encore aux Pays-Bas, ou encore un peu plus loin vers la Bulgarie là-bas. Donc on voit que en ce moment, et aussi, il y a aussi la période qui est propice à la montée, si tu veux, des populismes en Europe. Le fait qu'on ait une grave crise économique qui est liée à la crise Covid et tout ça, le fait que l'on ait une très forte immigration sur le sol européen, et troisièmement, le fait qu'on ait des montées des nationalismes au sein des populations. Et donc tout ça là
constitue un terreau fertile dans lequel le Rassemblement national, comme la plupart des partis d'extrême droite en Europe, ont su tirer profit et permettent ainsi de remporter des élections. Tu penses que cette élection qui arrive là sera favorable au Rassemblement national? Ce qui est sûr, Macron va reprendre le dessus. Non, ce qui est sûr, c'est qu'ils auront plus de 89 députés. Les 89 députés qu'ils ont eu dans l'Assemblée qui vient d'être dissoute, ils en auront plus. Maintenant, dans quelle proportion, je ne saurais le dire. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que moi, je table, peut-être ils auront entre 100 ou 150 députés. Mais je ne les vois pas avoir la majorité absolue. Par contre, je les verrai bien à la tête d'une coalition de partis pour gérer le gouvernement. Mais Jordan Bardella, en annonçant que s'il n'a pas la majorité absolue, il refuse d'aller à Matignon, en fait, il essaie de mettre un coup de pression aux électeurs pour les mobiliser et les amener à aller voter pour avoir cette majorité absolue qui serait, d'un point de vue politique, pour lui plus confortable pour pouvoir mener la politique qu'il souhaiterait mettre en œuvre. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning. On va en musique et on se retrouve juste derrière. Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.